Les chéris, Valérie Benaïm est là. Merci Valérie Benaïm. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Benaïm. C'est un bonheur. Quel bonheur de l'avoir. Gauthier Lebré est là. Merci. Salut Cyril, bonjour à tous. Chroniqueur, Europe 1, c'est News, c'est Star, c'est 8, c'est 16, c'est 17, même chez les jeans. Voilà, il est partout. Merci Gauthier Lebré. Et Olivier D'Artigol est là. Et il est à la fête de l'UMA. C'était sympa? Oui. Très sympa. Ouais. Comment vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé en voiture, voiturier là-bas ou pas? Il y a un voiturier à l'entrée. Vous avez laissé votre caisse à l'entrée ou pas? Transport en commun. C'était sympa. Très bien. Oui, très bien. Petit sandwich merguez? Oui. Ah, il est bon le sandwich merguez de la fête de l'UMA. Vous êtes déjà venu à la fête de l'humain? Non, jamais. Ah bah, jamais. Venir. Bah, j'ai failli y aller, mais j'étais ce week-end, j'avais une autre fête, C'est quoi la fête? La fête de l'humain. De l'humain, moi j'ai fait la fête de l'humain. Oui. De l'humain, c'est-à-dire voilà, chez des gens. Voilà, ça va Olivier Artigol? Très bien. Il est en Content forme. de vous retrouver. Aujourd'hui, il est en forme. Qu'est-ce qu'il est content avec nous? Vous êtes heureux avec nous, hein? Ça va, ça se passe bien. Ça vous fait plaisir. Hein. Ça vous change de la fête de l'humain. C'était sympa la fête. Non, mais c'est L'année prochaine, on y va ensemble. Oui, c'est une grande fête. Vous m'avez même pas proposé. Vous m'avez même pas proposé. Ah oui. Bah oui, l'année prochaine, j'espère. Mais vous avez l'agenda du week-end est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. On en reparlera. Merci Olivier D'Artigol. Et il est là à la télé dans un instant avec moi, et il est à la radio également là. Fabien Lecoeuvre, vous l'avez réclamé à la télé, hein, oui. donc il sera là ce soir, bien entendu. Bonjour. Fabien Lecoeuvre, merci d'être là. Comment allez-vous? Pleine forme. Il y a du lourd aujourd'hui. Hein. Ah, alors il y a du lourd en télé, il y a du lourd à la télé, il y a du lourd partout. Ouais, ça c'est sûr. À la radio, à la télé, tout ça. On a Madonna, on a Farmer. C'est pas la peine de faire cette tête-là. Hein. On a Crawford, qu'est-ce qu'on a? Hugo Frey. Ah, j'adore. ICO, Santiano. Ah ouais. Merci. Grande décision dans sa vie. Grande décision dans sa vie. Bah, moi aussi, je vais prendre bientôt une grande décision. Je pense que vous allez être au cœur de cette décision d'ailleurs. Vous recevez toujours les lettres recommandées? Je vais pas les chercher. Oui, c'est un droit, allez la chercher parce que sinon vous aurez. Bon on verra, on arrêtera votre match. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On va aborder énormément de sujets bien entendu aujourd'hui, et on voulait démarrer cette émission bien entendu par cette affaire. On va revenir sur cette violente agression qui a eu lieu à Tardingen dans le Pas-de-Calais. Dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte d'Opale, 3 chasseurs de canards et un enfant de 3 ans ont été pris pour cible par une 60aine de migrants. On a Adrien avec nous, un des chasseurs agressés par les migrants, qui va nous donner qui va nous raconter cette affaire et qui va nous dire ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que tout le monde en a parlé. Avant l'émission, on n'a fait que de parler que de ça. Oui. Je vous le dis. Donc réagissez bien entendu sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Adrien est avec nous. Déjà, je voudrais remercier Adrien d'être avec nous sur Europe 1 parce que il est toujours, à mon avis, secoué et choqué par ce qui s'est passé. C'était samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Adrien, bonjour et merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Merci Adrien. Adrien, je pense que vous êtes encore choqué, vraiment chamboulé par ce qui s'est passé. Ah oui, franchement, c'est l'état psychologique est au plus bas. Encore hier, j'ai dû aller au centre hospitalier de Boulogne pour voir une infirmière psychologique parce que maintenant ça n'allait pas. Ils m'ont donné un petit traitement pour aider à passer le cap, mais honnêtement très très compliqué. Bah, on comprend. Adrien, pour les auditeurs d'Europe 1, pour nous aussi, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé, même si je sais que c'est difficile d'en reparler. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, donc nous étions à la hutte, sur la commune de Tardingen. Début de soirée franchement sympathique, on venait de manger tranquillement. Et on a commencé à se mettre au créneau. Donc les créneaux, c'est des petites trappes qu'on ouvre pour regarder la mare, pour regarder, surveiller s'il y a des postes de canards sauvages. D'accord. Et il était environ 3h30, 4h quand on a vu quelques migrants passer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est on les éclaire, on montre notre présence en criant. On a crié haut. Et d'habitude, ça fait 5 ans que je chasse, moi. 5 ans que je suis dans le marais de Tardingen. Et à chaque fois qu'on sait qu'il y a des migrants, on sait qu'ils sont présents sur le marais. Et on fait ça à chaque fois. Et d'habitude, il n'y a aucun problème. Ils partent en courant. Bon, là, pour la première fois, ils sont partis en courant. Donc, rien d'inhabituel. Et une demi-heure, 3/4 d'heure après, ils ont commencé à revenir. Par contre, une belle bande. 50-60 migrants passaient avec un bateau sur le dos. Aux jumelles, on regardait, il y avait des enfants. Je m'en rappelle même, j'ai une image, j'ai un enfant avec un pancho blanc qui passait. Et en fait, il partait vers la mer pour tenter d'atteindre l'Angleterre. Parce qu'il y a la mer, en fait, il y a les dunes et il y a Tardingen juste derrière. D'accord. Donc de ce fait, nous, quand on voit cette
type d'embarcation arrivée avec des migrants, on appelle la gendarmerie. Donc on prévient les forces de l'ordre qu'ils vont tenter de passer dans la mer, mais avec tout ce qu'on voit honnêtement comme morts en ce moment, encore dimanche matin, il y a eu 8 morts sur la commune d'Ambleteuse qui ont été retrouvés. Donc on essaye quand même, on est humain avant tout, on essaye de minimiser tout ça. Et même mon frère qui est marin-pêcheur, lui, par contre, lui, il en ramasse en mer. Il ramasse des cadavres de migrants en mer. Donc franchement, pour vous montrer qu'on est quand même, on est vraiment pas là pour les ennuyer. Donc de ce fait, du coup, ils ont passé quand on a appelé la gendarmerie. La gendarmerie, on les a vus commencer à arriver sur le marais. On les voyait descendre avec les sirènes. On les a vus aussi passer dans le chemin des dunes. Il y a un petit chemin derrière la hutte, derrière la mare, avec leurs lampes. On connaît un petit peu à force. On a vu que c'était la gendarmerie. Donc ils les ont interceptés sur la plage avec l'embarcation. Donc ils leur ont pris leur matériel, donc le bateau, le moteur et tout ce qui s'ensuit pour faire la traversée. Mais de ce fait, du coup, le groupe de migrants, ils sont repartis en arrière. Mais ils ont su que c'était nous qui avions appelé, vu qu'on les avait éclairés juste avant. Et là, ils sont arrivés du fond. Et quand on les a vus arriver, au début, on pensait que c'était la gendarmerie. Ils avaient des grosses lampes. On s'est dit, la gendarmerie, ils viennent nous prévenir que c'est bon, ils ont arrêté. Puis là, on voit 1, 2, 3. On a vu énormément de personnes arriver. Et du coup, mon frère a pris la décision, c'est de tirer dans l'eau, mais dans la direction opposée, pour leur montrer notre présence, qu'on était là. Mais en fait, ça les a pas fait fuir du tout. Et là, ils ont commencé à... Et avant ça, en fait, il a tiré juste après qu'ils aient arraché la tête d'un canard. Parce qu'en fait, si vous voulez, le long de la mare, de l'autre côté, on met tout ce qui est ce qu'on appelle des appelants, des chanteuses, des canards qui appellent les canards au loin avec leur chant. Et après, il y a tout un travail pour faire poser le canard. Du coup, au loin, on met des canards. Et ils ont pris les canards dans ces cages. Ils leur ont arraché la tête. Mais d'un sang. Enfin, franchement, c'était une image horrible. Du coup, mon frère, lui, ces canards, c'est comme c'est bête. C'est franchement, on peut dire chasseur. On peut avec tout ce qu'on entend pour les gens qui sont anti-chasse, qu'on est cruel, patati patata, mais nos animaux sont nos animaux. Et vu ça, mon frère a pris quand même la décision, c'est de tirer dans l'eau, dans leur direction opposée. On n'est pas là pour. Bien sûr. C'est pas un jeu vidéo, on va pas leur tirer dessus, ces gens. Et là, ils ont commencé à se ruer sur nous. On les a vus arriver tout criant, avec les canards morts dans les mains, sans la tête. Ils tenaient par le cou, il n'y avait plus de tête. Ils ont couru sur nous. Et avec des barres de fer, ils avaient pris... Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle les chanteuses, les appelants, ils sont attachés en haut d'une cage, auquel piqués en fer, et au bout de crochets, qu'on les met en hauteur pour que le chant résonne, quoi. Et ils ont pris ces grandes barres de fer déjà pour casser tous nos créneaux. Et ils avaient des machettes, des haches. Ils essayaient de nous attaquer. Et heureusement qu'on a une porte en fer à l'entrée de la hutte. Ah ouais. Dès qu'on a vu ça, de toute façon, on a mis l'enfant en protection. On l'a descendu. On a une cuisine qui est souterraine. On l'a mis là-dedans. On lui a fait croire que c'était un jeu. Donc heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas de séquelles, il n'est pas marqué sur ça. Mais c'était horrible. Donc c'était des cris, des insultes en anglais, bien sûr. Ils parlent pas, et d'autres insultes, mais dans leur langue. Et de toute façon, après avec toutes les photos qu'il y a eu, et après les gendarmes. Du coup, moi, entre temps, quand je les ai vus arriver, courir sur nous, j'ai directement appelé la gendarmerie. J'ai eu affaire, j'ai eu à la centrale. La centrale, elle m'a dit, écoutez, je vous transfère le gendarme qui est sur place. Et je l'ai eu au téléphone. Il me dit, écoutez, là, on est sur la plage, on remonte. Mais dès l'instant que eux, ils sont sur la plage, ils sont en train de remonter, passer les dunes et arriver sur le marais. Ouais, croyez-moi, c'était les minutes les plus longues de notre vie parce qu'on voyait vraiment notre vie défiler. Et donc là, ils étaient derrière la porte, ils faisaient quoi? Ils essayaient de rentrer? Ils tapaient dedans. Après, ils tapaient dedans, mais le pire, c'était devant les créneaux. Ce qu'on appelle les créneaux, c'est les petites trappes qu'on ouvre. Ça, c'est du bois. Ça a été éclaté. Le bois, il a volé en 1000 morceaux à cause des coups de barre de fer. Et ils étaient derrière ces créneaux en train de rigoler. Mais après, c'est un espace de 15-20 cm grand maximum, donc ils peuvent pas passer. Mais c'était une horreur, quoi. Donc, et après, dès qu'ils ont vu les gendarmes arriver, ils sont partis sur les voitures.
mais les voitures, ils nous les ont démolies. Là, à l'instant, je reviens de mon assureur. Hein. Donc, tout ce qui est briques glace, ça va être pris en charge. Mais par contre, tout ce qui est les pneus, c'est pas pris en charge parce qu'il n'y a pas de tir identifié. La carrosserie, moi, ils sont montés sur le toit de ma voiture, sur le capot. J'ai le capot qui est plié, le toit plié, les optiques arrière, tout est cassé. Et nos voitures sont détruites. Elles ont été volées aussi à l'intérieur. Tous les papiers qu'il y avait dedans, on n'a plus rien. Franchement, c'était une nuit d'horreur. Donc, dès l'instant que les gendarmes sont arrivés, ils ont jeté des grenades lacrymogènes pour disperser, mais ils étaient 2 face à 60, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose. Donc, avec les grenades, tout ça, les migrants sont partis, se sont dispersés. Ils nous ont dit que c'était bon, qu'ils étaient partis, mais qu'ils ne pouvaient pas rester avec nous parce qu'ils étaient appelés d'ailleurs, les gendarmes. Du coup, ils ont un petit peu demandé de rester enfermés dans la hutte et attendre la levée du jour pour ressortir. Et une demi-heure plus tard, ça a recommencé. Ils étaient revenus en fait sur notre point. Ah oui. Et ils ont continué en fait. Ils sont revenus finir les voitures. Et dès l'instant, on a rappelé encore une fois la gendarmerie. Donc là, c'est une autre brigade qui est arrivée. Ils sont arrivés il y avait 4 voitures, une petite quinzaine de gendarmes qui sont arrivés. Et on leur a demandé de nous escorter, de nous faire sortir du marais parce que on était pétrifiés, de la peur, franchement, mais comme jamais j'ai eu. J'en ai encore la voix qui tremble et à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore marqué, quoi. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir. Quand on voit ces armes, des machettes, des couteaux, on a même retrouvé des couteaux au niveau des voitures au sol, parce qu'à mon avis, quand ils ont vu les gendarmes arriver, ils sont partis en courant, ils ont dû laisser leurs couteaux. C'était pas, franchement, je sais bien que c'est triste qu'ils soient en France, mais il faut pas non plus les couvrir surtout, et surtout que là, quand on voit l'assurance en gendarmerie, ils n'ont pas des gens qui sont identifiés, ils n'ont pas de papier français, il n'y a rien pour les identifier et ils sont intouchables, honnêtement, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Ah non, mais Adrien, on peut que subir. Adrien, de ce que vous nous racontez, on s'est mis à votre place. On rappelle 3 chasseurs et un enfant de 3 ans attaqués par une 60aine de migrants. Adrien fait partie de ces 3 chasseurs. Et c'est vrai que quand il nous raconte son récit, c'est vrai qu'on se dit, ça aurait pu être extrêmement grave. Ça aurait pu être dramatique. Et je pense que, Adrien, vous avez vu votre vie défiler. Et vos 2 collègues aussi. Il y avait votre frère et un collègue, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et surtout que, en sachant que, on a réussi quand même à garder notre sang-froid, parce que, mais je pense que ça n'aurait pas été le cas de tout le monde et de beaucoup de chasseurs m'ont parlé. Ils m'ont dit, je sais pas si j'aurais gardé mon sang-froid comme toi, surtout qu'il y avait un enfant qui était là. Ça aurait pu être un carnage des 2 côtés, parce que c'est vrai que c'est ça. C'est ce dont on a pensé tout de suite. Et même, je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, à 16h17, on est en direct. 3 chasseurs et un enfant de 3 ans attaqués par une 60aine de migrants. Adrien témoigne pour nous sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Et c'est vrai qu'on a tout de suite pensé, on s'est dit, c'est fou parce qu'on pense que 90% des gens auraient pas eu votre sang-froid, et ça aurait pu être, comme vous dites, une boucherie. Ah oui, mais franchement, parce que quand on voit 60 personnes s'attaquer à une porte, et le bruit, franchement, il fallait entendre le bruit des carrosses brisées, le bruit de la ferraille, de la tôle qui froissait, du coup, ils tapaient dans les voitures, ils tapaient partout. Et des cris aussi, moi, c'est les cris qui me restent marqués en tête, les insultes en anglais. Et j'ai une image aussi gravée, c'est un migrant avec une machette en train de vous regarder rigoler vraiment c'était une horreur, franchement, une nuit d'horreur et puis vraiment à personne. Et puis là, l'histoire des canards, un de vos canards décapités, c'est vrai que ça aussi, ça a dû. Mais ils ont pris d'un mécanisme, ils ont pris le canard, ils ont arraché la tête. Et je voyais le corps du canard sans vie en fait. C'était une horreur, franchement une horreur. J'arrive même plus à mettre des mots sur cela. Et même l'état psychologique de mes camarades et moi sont au plus bas. Comment vous allez faire pour y retourner maintenant? Non, j'ai décidé le lendemain, le dimanche, là, je suis allé récupérer toutes mes affaires. De toute façon, j'ai une peur bleue maintenant d'y aller dans ce marais. On est tous traumatisés, tous les 3. On va plus aller chasser dans ce marais-là. Et pour l'instant, on est vraiment sous un état de choc. Et on a
tout rendu, on a rendu les clés, on a tout rendu, nos affaires, on a tout repris. On ne mettra plus les pieds là-bas. De toute façon, on n'est plus en sécurité là-bas. Non. Voilà, donc ils ont gagné, hein, ils ont. Ah bah oui, mais je vais pas y laisser ma vie. Bah, bien Vous savez, sûr. de base, ça part d'une passion. Ça fait 5 ans, c'est 5 ans que je vais là-bas. Mon frère, ça fait 10 ans, c'est lui qui m'a transmis un peu cette passion. Lui, ça fait 10 ans. En 10 ans, il en a vu des migrants, mais franchement, c'était pas des gens méchants. Et on leur montrait notre présence, en leur disant qu'on était là. C'est bon, quoi. Ils partaient, ils savaient que c'était une zone de chasse. Et, depuis le temps qu'ils sont là, j'ai aussi lu sur certains articles que ça collait aussi avec l'ouverture de la chasse, mais à savoir que l'ouverture de la chasse, c'était le 21 août, et là, c'était pas le 21 août, quoi. Donc, à la rigueur, le premier jour de chasse, s'il y aurait eu des tirs, ça aurait pu les énerver. Mais là, il y a un bout de temps entre le 21 août et Bien sûr. le mois de septembre. Donc aujourd'hui, c'est sûr, vous allez arrêter, vous et vos 2 collègues. Ah ouais, nous, on arrête. On a eu, franchement, la peur de notre vie. On a vraiment cru qu'on allait y laisser notre peau. C'est incroyable, hein, ce qu'on entend sur Europe 1, il est 16h20, on est en direct, et c'est vrai qu'avec le récit d'Adrien, on s'est tous vus à sa place. Hein. On a tous imaginé, il nous a tellement bien raconté Adrien, on s'est tous imaginé à la place d'Adrien Olivier d'Artigol. Bah, on a tous imaginé la possibilité d'un carnage, quelque chose d'effroyable. Et donc, première chose, c'est saluer le sang-froid exceptionnel. Il faut dire que ces chasses traditionnelles, c'est le petit bonheur de la vie là-bas. C'est-à-dire ces personnes-là, elles sont là, elles passent une bonne soirée, elles nous a décrit, ils sont très sensibles à la situation faite aux migrants, puisqu'il dit j'ai mon frère qui est marin-pêcheur qui ramasse des cadavres, donc on sent qu'il n'y a pas de... Il y a de l'empathie, oui. Voilà. Il y a pas de... Et puis après, ils vivent, ça bascule dans un scénario de l'horreur, avec, bon, après il y a toute la situation locale, les conséquences des accords du Touquet, qu'on évoquera peut-être, et une population qui est à bout aujourd'hui, qui n'en peut plus. Oui, Gauthier Lebray. On ne sait même pas quoi dire après cette histoire qui glace le sang. Il faut quand même se rendre compte, 3 chasseurs, un petit garçon de 3 ans attaqué par 60 migrants, dont certains avec des machettes. Des couteaux, des machettes. Ça pointe quand même, ça met les projecteurs sur ce lien que certains refusent de faire encore aujourd'hui entre une partie de l'immigration et l'insécurité. On voit bien ce que demandent les peuples européens en ce moment, c'est-à-dire moins d'immigration. On voit ce que fait le chancelier allemand socialiste Olaf Scholz face à la pression populaire et à la montée de l'AfD en Allemagne, c'est-à-dire qu'il remet des contrôles à toutes les frontières, y compris à la France. Donc pendant 6 mois, on va voir si ça sera prolongé. Alors, mais ça veut dire la fin de l'espace Schengen. Ça veut dire la fin de l'espace Schengen. Justement sur Europe 1, est-ce que vous êtes pour le contrôle à toutes les frontières 01 80 20 39 21 Je vais vous poser la question bien sûr ici autour de la table également. Hein. Et c'est vrai qu'on va partir de ce témoignage et de ce drame hein, qui a failli avoir. C'était dans la nuit de samedi à dimanche avec Adrien, ce chasseur victime d'une agression vraiment incroyable avec un enfant de 3 ans en plus hein, qui était avec eux. Adrien, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est un témoignage très fort hein, qu'on a eu dans On marche sur la tête voilà, aujourd'hui. On pense fort à vous, Adrien, et on espère surtout... J'aimerais aussi, remercier la gendarmerie pour concrètement nous avoir sauvé la vie, hein, parce que sans eux, je pense que je serais pas là aujourd'hui à témoigner sur ça. Mais un grand merci à la gendarmerie, et j'espère que ça fera bouger les choses et que ça n'arrivera plus, quoi. On espère aussi, et puis surtout on pense à vous, à votre état psychologique Adrien, et à vos 2 collègues, votre frère et votre collègue, et voilà, et on pense fort à vous, on espère que vous allez pouvoir vous en remettre assez vite, et que vous allez pouvoir passer à autre chose, mais ça restera, quoi qu'il arrive, voilà, un souvenir, vraiment un traumatisme hein, pour vous. Hein. Ah oui, franchement. Merci Adrien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup Adrien, très fort hein, le témoignage d'Adrien, et c'est vrai qu'on s'est tous mis à sa place hein, sur Europe 1, tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, il est 16h23, on est en direct, témoignage extrêmement fort qu'on vient de vivre avec Adrien, ce chasseur, voilà, victime d'une agression, ils étaient 60 munis de machettes, de couteaux, c'est fou quand on les imagine tous hein, frappés à la porte, et c'est vrai que ça pose une question qu'a soulevé Gauthier Lebray. Le sujet c'est l'immigration, je suis désolé. 01 80 20 39 21, faut-il faire comme l'Allemagne, faut-il faire un contrôle à toutes les frontières. Vous êtes pour Gauthier Lebray, voilà, je pense que... Je ne sais pas si c'est la solution magique, je veux pas faire croire que c'est la solution magique. Il faut tenter des choses, parce que si on tente rien, on tente rien. Il faut arrêter le statu quo, et il faut arrêter de se voiler la face et de dire il n'y a pas de lien entre une partie de l'immigration et la délinquance. Ça, je pense qu'il faut arrêter de dire ça. Les gens qui disent il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité sont des menteurs en fait. Sont des menteurs, c'est aussi simple que ça. On a des exemples dans l'actualité quotidiennement. Je peux reprendre l'histoire des OQTF qui ne sont pas
appliquée. On peut parler de la jeune Lola qui a été tuée. D'ailleurs, on a appris que le procès allait bientôt se tenir par cette D'ailleurs, personne. dans un instant, on aura un coup de gueule du maire de Villeneuve-le-Roi contre les OQTF, parce qu'il y a lui aussi, voilà, c'est non, mais compliqué pour lui. il y a un sujet migratoire qui n'est pas d'ailleurs que franco-français, qui est dans toute l'Europe. On voit que partout les partis nationalistes augmentent, font des scores très importants aux élections. C'est pas pour rien, voilà. On en parle dans un instant. 01 80 39 21. Faut-il faire un contrôle à toutes les frontières? À tout de suite sur Europe Info de Fabien Lecoeuvre. On aura également des nouvelles du gouvernement avec Gauthier Lebray et moi-même. Voilà, on vous donnera les dernières news. On a des doses. Et puis tiens, juste comme ça entre parenthèses, Elon Musk il a viré Thierry Breton. Oui, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord sur Europe 1, c'est clair. Bah oui, mais Thierry Breton, il est allé s'attaquer à Elon Musk. C'est comme si tu veux t'attaquer. Il faut rappeler qu'il y a eu un bras de fer et que Thierry Breton avait dit on sera capable d'interdire X en Europe si Elon Musk se plie pas aux règles européennes. Bon bah voilà. Il y a plus de Thierry Breton. Merci Thierry Breton. Il va peut-être réapparaître au gouvernement. Mais bien sûr, peut-être au gouvernement. Thierry Breton qui disparaît par là, réapparaît par ici. Exactement. Oui, mais ça ouvre le Quai d'Orsay. Exactement. Puisque M. Séjourné va être commissaire européen. Et l'autre, il a parlé, on dirait Léon Zitrone. Oui, c'est ça. Sans rigoler, on aurait dit Léon Zitrone qui commentait l'arrivée de la reine d'Angleterre. On a cassé mes lunettes. Merci D'Artigol, merci d'être là. Et Benaïm est là également. Il est 16h33, on est sur Europe 1. On vous a posé une question il y a un instant, bien entendu. Et vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Faut-il fermer les frontières? Voilà, non, faut faire un contrôle à toutes les frontières plutôt. Voilà, fermer, ce serait peut-être dans un deuxième temps. Mais en Allemagne, c'est ce qu'ils ont fait. D'Artigol, je dis pas complètement une connerie. C'est fermeture des frontières. Oui. Non, mais ça va. On avance, Pour l'instant, l'Allemagne, c'est contrôle aléatoire. Exactement. Aléatoire, oui. Ouais, ok. Oui. Bernard est avec nous, sur Europe 1. Merci d'être avec nous, Bernard. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci, on rebondit bien entendu à ce témoignage. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pourrez le réécouter bien entendu sur europe1.fr. Le témoignage de ce chasseur qui nous a témoigné de sa grande peur et de ce qui s'était passé dans la nuit de samedi à dimanche. 3 chasseurs et un enfant de 3 ans attaqués par une 60aine de migrants. Le témoignage était incroyable. C'était il y a quelques minutes sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Vous pourrez le réécouter bien entendu quand vous voulez. Pour le moment, on est avec Bernard. Bernard, 35 ans. Merci Bernard, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la région lyonnaise. Lyon, bien entendu, j'y serai très prochainement. Très prochainement, je serai sur Lyon. Et Bernard, si vous venez me voir, je serai dans un petit hôtel dans la banlieue lyonnaise. Je peux vous donner le nom, bien entendu. Ah bon? Oui. Ça c'est quoi comme hôtel? Le chat à 3 pattes. Le chat à 3 pattes. C'est un petit hôtel sans prétention. Bien entendu. Voilà, vous venez me voir, vous demandez à la réception, vous demandez Chantou. Chantou à la réception, on me connaît bien. On a fait les 400 coups ensemble. Bernard, vous faites quoi dans la vie? Bernard, il est commercial. Commercial dans quoi, mon Bernard? Il est commercial dans les flexibles. Dans les flexibles? Oui. Les flexibles, c'est-à-dire c'est les mecs flexibles, c'est-à-dire les tuyaux, très bien. Voilà. Vous avez travaillé avec Fabien Lecoeuvre pendant des années. Peut-être. Fabien Lecoeuvre qui est avec nous, bien entendu, il sera là à 17h10. Fabien Lecoeuvre, on dirait qu'il a une trousse à maquillage sur son slip. Qu'il a une trousse de toilette. Non mais franchement, c'est pas possible. Merci Bernard d'être avec nous. En tout cas, Bernard, vous vouliez réagir et on posait la question, est-ce qu'il faut faire comme en Allemagne? Est-ce qu'il faut faire un contrôle à toutes les frontières aussi en France? Faire un contrôle à toutes les frontières, c'est très compliqué. Comme j'expliquais au standard, je suis aussi gendarme réserviste et j'ai participé à plusieurs missions de lutte contre l'immigration irrégulière clandestine dans le Nord-Pas-de-Calais. Et vous êtes 3 en patrouille de 3 pour contrôler entre 5 et 6 km de plage, plus l'arrière-pays. Donc forcément, c'est compliqué d'être partout. Et puis, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que l'Angleterre paye très cher pour qu'on empêche les migrants de partir et de prendre la mer. Ce sont des gens qui payent un certain nombre de passages à ceux qui sont dangereux, c'est-à-dire les passeurs. Quand ils payent une certaine somme pour avoir 3 passages et que les 2 premiers sont ratés, quand le 3e, ça devient compliqué, que les gendarmes sont sur la plage, vous vous doutez bien ils ont traversé la moitié de la terre, donc ils sont particulièrement énervés et dangereux. Donc ça devait arriver. Donc pour vous, ça vous étonne pas, Bernard, c'est ce que vous avez dit au standard? Non, c'est pas étonnant. Puis il y a eu plusieurs fois des véhicules de gendarmerie qui ont été brûlés sur certains camps de migrants parce qu'on était trop près, parce qu'on les dérange. Donc forcément, on n'en parle pas évidemment, les médias peuvent s'en parler. C'est compliqué. Mais à partir du moment où ils sont violents avec les gendarmes, je vous laisse imaginer avec des gens qui n'ont pas d'uniforme sur le dos et qui n'ont pas de moyens de se défendre quasiment.
Bah, bien sûr. Bernard, c'est intéressant ce que nous dit Bernard, hein, sur Europe 1, 16h37, on est bien sûr en direct. Bernard, merci, mais bon, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se dit, et c'est ce qu'on disait avec Gauthier Lebray au moment de la pause, c'est que dans ce cas-là, on fait plus rien. Donc, à un moment, on a l'impression qu'on peut plus rien faire et qu'on est obligé d'attendre les malheurs qui se succèdent les uns aux autres, Gauthier Lebray. Oui, on voit bien quand même la demande des peuples de réguler cette immigration et de la réduire drastiquement. Je vais prendre un exemple très concret. Pourquoi est-ce que le match Belgique-Israël ne peut pas être organisé en Belgique et va être organisé en Hongrie? On connaît comment Viktor Orban, Premier ministre hongrois, régule l'immigration. Et là, Exactement. Il dit à Bruxelles, avec le pacte asile-immigration, si je prends pas les migrants, c'est 20 000 € de sanctions financières par migrant que je refuserai. Si vous continuez à m'imposer de recevoir des migrants, je vais les recevoir, puis je vais les mettre dans des cars et je vais les amener à Bruxelles. Donc, ce qui provoque un tollé à Bruxelles. Mais pourquoi? Question simple, répondez à cette question. Pourquoi est-ce que le match Belgique-Israël ne peut pas être organisé en Belgique, mais peut l'être en Hongrie? C'est fou. Pourquoi est-ce que l'exemple est parfait. Pourquoi est-ce qu'on a fret des cars réservés aux Juifs au Royaume-Uni pour aller d'un quartier à un autre? Pourquoi ça existe au Royaume-Uni et ça n'existe pas en Hongrie? Pourquoi? Parce que à chaque fois le même mal. L'islamisme, et l'islamisme, il n'est pas né en Europe. L'islamisme, on l'a importé. Donc à partir de ce moment-là, on peut critiquer Viktor Orban, on peut le trouver outrancier, on peut trouver qu'il va trop loin, on peut le trouver populiste, nationaliste, d'extrême droite, que sais-je. Il y a une réalité, c'est que si vous allez vous balader dans les rues de Budapest, eh ben vous n'allez pas vous sentir en insécurité comme dans certaines rues d'autres capitales européennes. C'est tout. Olivier D'Artigot. Il y a plusieurs. On parle ou d'immigration, ou d'islam, ou d'islamisme. En tout cas, là, je reviens sur le sujet. Merci. C'est-à-dire le chancelier allemand a pris cette décision pour des raisons électorales. Oui. Parce que dans deux landes, les derniers résultats étaient très mauvais pour lui, avec une poussée historique de l'extrême droite. Oui, pourquoi ils sont mauvais? Tout simplement parce que la politique de gauche, il faut le dire. Oui, gauche, écologie. Moi, Olaf Scholz, je le connaissais depuis il y a 15 ans quand il a lancé ses premières chaussures. Oui. Parce que la politique d'Angela Merkel a été donc un échec sur cette question-là. Mais en termes de solution, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on puisse dire fermeture des frontières et ça réglera. D'abord parce que notre auditeur vient de dire c'est illusoire, comment on organise véritablement ça. Est-ce que oui ou non, Cyril, on va s'occuper de la situation des pays de départ? Parce que le désordre international a créé des situations inextricables et honteuses, il faut quand même le dire. Vrai, et je suis favorable à des voies légales et sécurisées de migration et qu'on puisse décider de qui rentre et qui ne rentre pas. Mais l'UE a déjà conclu des accords avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Égypte pour essayer de réguler le flux migratoire. Oui, mais aujourd'hui, dans ce cas-là, on fait rien. Je voudrais qu'on dise au revoir à Bernard. Merci d'avoir été avec nous, Bernard. Je vous en prie. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous. Gauthier Lebray, je veux que vous rebondissiez dans un instant. Juste avant, j'aimerais prendre un autre auditeur, mais vous allez rebondir. Je sais que vous rebondissez tellement bien. Merci. Il y a Roland qui est avec nous. Roland. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour Roland, merci d'être avec nous. 28 ans, Roro. Oui, c'est ça, exactement Cyril. Vous faites quoi dans la vie, Roland? Moi, je suis toujours cadre en communication. C'est ça, on s'était eu, vous habitez à Saint-Étienne. Exactement Cyril. Je connais bien, oui, je m'en rappelle. J'adore Saint-Étienne. Oui, vous avez dit la dernière fois que vous aviez une compagnie. Exactement, je vous l'avais dit. Une fille qui était au théâtre avec moi. Maintenant, elle est partie. Maintenant, malheureusement, elle est partie sur d'autres cieux. Là. Elle est sur d'autres bails. Là. Ah. Ouais. Après, elle est partie avec un joueur de foot de Saint-Étienne. Ah oui? Elle est passée de vous au foot? L'Ange Vert, Rocheteau. Je rigole. N'importe quoi. Le mec, non, je sais pas ce qu'elle fait, mais bon, je l'embrasse. Je sais même plus. Vous voulez qu'on lance un appel? Non, mais les mecs, c'est fini. Tout ça, c'est derrière moi. Je le dis, Roland. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, Roland, ma carrière sentimentale est derrière moi. Merci Roland. Merci Roland. Son prénom, je peux faire des recherches. Non, mais vous emmerdez pas, Roland, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Elle était plus âgée que moi à l'époque. Donc maintenant aussi. Oui, j'imagine, oui. Donc voilà, donc on l'embrasse et puis certainement qu'elle a dû refaire sa vie. Hein. Apparemment, elle est avec Patrick Lebray, le cousin de Gauthier. Merci. Roland, vous voulez nous appeler, bien entendu, suite à tout ce qu'on se dit depuis le début sur cette affaire de migrants qui ont attaqué 3 chasseurs. Et on a parlé aussi de l'Allemagne, bien sûr, qui fait des contrôles et qui va lancer des contrôles à toutes les frontières. Vous êtes pour ou pas, vous? Oui, moi je suis entièrement pour. J'ai écouté le témoignage de Adrien, j'ai été peiné et révolté en même temps. Parce qu'au bout d'un moment, si l'Allemagne l'a fait, la France doit le faire. Parce que j'ai l'impression, Cyril, qu'au sein de l'Union européenne, la France est un peu le dindon de la farce. Ouais, je suis un peu d'accord. Mais franchement, Cyril, au bout d'un moment, moi, l'immigration illégale et incontrôlée, il faut vraiment avoir un travail en profondeur. Pour moi, on rétablit drastiquement les contrôles aux frontières.
En même temps, on s'en prend aux filières de passeurs, parce que malheureusement, les migrants, ils ne viennent pas, ils viennent à cause des mafias de filières de passeurs. On prend ce problème à bras le corps. Parce que ce qui s'est passé ce week-end, Cyril, ça aurait pu être un drame. Non, mais on est passé à 2 doigts d'un très gros drame. C'est un miracle. Vous voulez que je vous dise, Roland, c'est un miracle ce qui s'est passé. C'est un miracle total. Donc vraiment, pour moi, pourquoi l'Allemagne, franchement, l'Allemagne le fait, nous, on devrait le faire. Moi, je souscris totalement à ce qu'a dit Gauthier Lebret. Pour moi, il faut arrêter de se voiler la face. Il y a un rapport entre l'immigration illégale et l'insécurité. Et je parle d'immigration illégale, Cyril. Oui, bien sûr, vous avez bien raison. Il ne faut pas confondre toutes les immigrations. Exactement. On a eu la chance d'avoir des talents exceptionnels. Exactement. L'immigration nous a apporté Zinedine Zidane, par exemple. Valérie Benaïm. Oh. On oublie Valérie Benaïm. Merci Roland. Merci. Oui, voilà. Cyril Hanouna, qui a plus de 14 ans dans le paysage audiovisuel français, qui a un talent. Donc l'immigration, elle est bénéfique pour la France, mais il faudrait faire comme ce que fait le Canada, des quotas. Exactement. Ça veut dire qu'on regarde un petit peu les secteurs d'activité, de dire, là peut-être on a besoin d'une immigration de travail, d'études, et là on n'en a pas besoin. Mais vous avez bien raison de préciser l'immigration illégale. Bravo Roland. Bien sûr. Et moi je vais vous dire, parce que qu'est-ce qui va se passer là, Roland? Et là, tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, 16h43, on est bien sûr en direct, on est de retour après ce week-end. Les chéris, qu'est-ce qui va se passer? On va oublier cette histoire. Dans 10 jours, on aura oublié, Roland, comme d'habitude. Et il va rien se passer. Il va rien se passer du tout, comme d'habitude. Terminé, on va passer à autre chose. On va dire, on est passé à côté d'un miracle et on attendra le prochain miracle ou peut-être le prochain drame. C'est ça qui est. Et voilà. Et c'est ce qui va se passer. On le sait très bien. Et ça me rend fou. Je vous le dis depuis des années que je suis à la télé, à la radio. Ça me rend fou de voir que, quoi qu'il arrive, on va en parler 48 heures et derrière, il n'y aura rien de fait. Jusqu'au prochain drame. Exactement. Moi, je voulais rebondir sur immigration illégale. Moi, je dirais pas ça. Je dirais immigration illégale et légale. C'est une partie de cette immigration, mais ça peut être l'une ou l'autre. Je prends un exemple très concret. Éric Comines, son meurtrier était en situation légale. Sûr, vous avez raison. Son meurtrier était en situation régulière avec son titre de séjour qui était sans cesse renouvelé malgré 10 condamnations à son casier judiciaire. Mais une condamnation, c'est... Mais voilà. Ouais. Mais quel est ce pays qui n'est pas capable de se respecter en renouvelant un titre de séjour à quelqu'un qui accumule, comme on accumule les livres dans une bibliothèque, les condamnations sur un casier judiciaire. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui n'est pas capable de se respecter? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un problème de justice. Là. 2 minutes, on en parlera dans un instant. Roland, juste, tiens, il y a Fabien Lecoeur. Je voudrais préciser quand même une chose importante, c'est qu'à partir du 1er avril 2025, le Royaume-Uni met en place des visas pour toute personne qui va se rendre sur son territoire. Payant. Exactement. Et payant. C'est comme l'État quand on va aux States. Par exemple, on paye, je sais plus. Aux States. Non, aux États-Unis, on paye, je sais plus combien. C'est ça, exactement. Il y a 11 euros, 23 euros. Voilà, l'État. L'État. Et donc, je trouve ça très bien, moi, après tout. Non, mais de toute façon, les mecs. Une frontière, c'est pas un mur, c'est une porte. On peut l'ouvrir ou la fermer. On a l'impression que, les Américains, on en pense qu'on veut, c'est quand même pas des abrutis, excusez-moi. Vous restez pas comme ça si vous êtes condamné 10 fois. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y a excusez-moi, voilà, les gars, l'Allemagne, excusez-moi, c'est pas des abrutis. Donc, on prend toujours les autres pays en exemple. Vous avez remarqué, dès qu'il y a un mec qui arrive, il nous dit mais un politique, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait en Hollande, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Allemagne, mais nous on le fait jamais. Nous on veut prendre exemple, mais on prend jamais exemple. On prend exemple que sur les trucs qui marchent pas. Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. De rien, Cyril. Et si je peux rajouter deux petites choses, c'est que je pense que Michel Barnier a soumis l'idée d'un ministère de l'immigration. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Il faut faire le retour du ministère. Exactement. Et pour donner une symbolique, parce que pour moi, comme je disais la dernière fois, le symbole c'est important, c'est qu'il faudra en faire un ministère d'État. Un vrai ministère, qui ne soit pas rattaché à l'intérieur. Voilà, exactement. Exactement. Et une petite dernière chose, je regarde un peu ce que tu fais à la télé. Vendredi, premier talk de France, Cyril. Merci mon chéri. Merci Roland. On rigole. On a fait une belle semaine. On te fait des gros bisous hier. Et hier face à Hanouna, très bien marché aussi. Donc merci à vous. Très bien. Très fort. Merci Roland. T'es un amour. Tu me rappelles cette semaine de toute façon. Allez, je te rappelle cette semaine. Je t'embrasse fort mon Roland. Salut mon Roland. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Quel bonheur ce garçon. Vraiment très sympa. 28 ans. Ouais, Valérie, c'est un mec comme ça qu'il vous faudrait. C'est vrai, c'est un mec comme ça, là. Arrêtez avec Patoche, là. Madonna, elle a 26 ans, elle a un garçon de 28 ans. Et alors, tu crois que Benaïm, elle est là que Virgin? Non, mais franchement. Non, mais Madonna, quelle est la différence entre Madonna et Benaïm? Non, mais il y a une qui lançait sa culotte, l'autre elle lançait Tupperware. Non, mais arrête un peu. Non, mais Fabien Lecoeur, s'il te plaît, ressaisis-toi. Il est 16h46, on est sur Europe 1, on est bien entendu, tous les jours, 16h, 18h. On vous accompagne. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous appeler, à nous écouter, à nous regarder sur europe1.fr. On a Maxime ou Yannick, qui vous voulez, Maxime, Yannick, Philippe, on a Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour, Cyril. Merci. Maxime, vous savez qui vous appelez ou bien vous avez appelé au hasard? Oui. Bonjour Cyril. Non, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone, donc bonjour à toute l'équipe également. Bonjour. Merci, il y a Madonna avec nous. Hein. Vous l'avez vu? Ouais. Merci Maxime d'être avec nous sur Europe 1. Vous habitez où ça? Lyon? Alors, j'habite un petit village au sud de Lyon, en Rhône-Alpes. Où ça? Ouais, côté. Je connais tous les villages là-bas. J'ai beaucoup bourlingué. Ouais, c'est vraiment un petit village. J'avais une ex là sur Lyon là. J'avais une ex sur Lyon. Elle est partie. Bah vous savez quoi? Elle s'est mariée. Après moi, elle s'est mariée avec un prince arabe. Ah ouais? Ouais, d'Arabie Saoudite. Ouais. Incroyable. Ouais. Bah, je l'embrasse là actuellement. Là, elle doit être en train de kiffer sans moi. Quoi, voilà. Merci. Sûrement. Bah merci Maxime de me remonter le moral. Merci Maxime. Maxime, vous faites quoi dans la vie? Je suis conducteur d'engin. Ah, donc super. je travaille en carrière. Des conducteur d'engin. Bah, tu sais que Fabien Lecoeuvre, il n'est pas conducteur d'engin, mais il doit se déplacer avec un engin tous les jours. C'est pas tous les jours facile, vous savez. Merci Maxime. Maxime, alors vous vouliez réagir. Est-ce qu'on doit faire comme l'Allemagne? Est-ce qu'on doit faire un contrôle à toutes les frontières? Ah mais oui, carrément. Rappelons que l'Allemagne, c'est pour quelques mois seulement. Mais alors, pour quelques mois, il faut le faire tout le temps. Ça a été annoncé pour quelques mois. Rien ne dit que ça sera pas renouvelé dans 6 mois. Hein. Benaïm, vous aussi, avec votre mec, c'était annoncé pour quelques mois, ça fait 18 ans. Merci. Maxime, alors allez-y, on vous écoute sur Europe. Oui, alors, écoutez, clairement, je pense qu'il faut reprendre le contrôle sur l'immigration. Légal ou illégal, à mon avis, on a trop d'immigration. On n'est pas non plus... alors, on n'a pas les mêmes mœurs que certains habitants de d'autres pays, de certains continents. On voit les choses différemment. On voit forcément qu'ils ont recours à la violence très facilement. Il y a qu'à voir les faits divers qui se multiplient concernant les migrants, concernant ces fameux OQTF. Donc moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol. Et voilà, pour réagir à cette histoire des pauvres chasseurs et de ce petit de 3 ans qui était là, voilà, je suis papa également, j'ai une petite de 9 ans. Voilà, on se met à leur place et je me dis franchement, je leur tire mon chapeau parce que le sang-froid qu'ils ont eu. Ah bah ouais, incroyable. Je pense pas que si j'avais été là sous le coup du stress, de la peur, de l'angoisse, etc., je pense que ça aurait pu mal finir, quoi. Ah non, mais ça aurait pu être un carnage. Les chasseurs étaient armés, ils n'ont pas riposté, rien du tout. Franchement, je leur tire mon chapeau. Chapeau à eux, Adrien, hein, chasseur victime d'une agression. C'était notre témoignage il y a un instant sur Europe 1. Réécoutez-le tout à l'heure à la fin de l'émission si vous voulez sur europe1.fr. Très très gros témoignage. Franchement, c'était incroyable ce que nous a raconté Adrien. On avait l'impression d'y être. On a tous eu ce sentiment vraiment de peur, on s'est dit, on se met à la place en fait. Exactement. On s'est mis à la place d'Adrien et un petit enfant de 3 ans qui avait quand même. Ouais, un petit enfant de 3 ans. Je me dis ils avaient une porte en protection, mais bon, qu'est-ce qui serait passé si cette porte avait cédé? Non, mais vous imaginez, ces gens-là étaient armés de machettes, de couteaux et tout, mais on marche sur la tête, mais c'est le cas de le dire, on marche sur la tête. On fait rentrer des gens qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous, je le répète, qui ont recours à la violence très facilement avec des armes blanches, et nous on se protège. Comment on se protège? Moi, franchement, je leur tire mon chapeau, parce que si j'avais été armé à leur place, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Ah non, mais Maxime, c'est ce qu'on s'est tous dit ici. Ils ont eu un sang-froid exceptionnel, et c'est un très très gros témoignage sur Europe 1. Maxime, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et je vous le dis, on marche sur la tête. Cette émission, le titre est tellement bien trouvé en ce 16 septembre, encore une fois, 2024. On devient fou. Je vous le dis. À chaque fois, et encore ce soir à la télé, on va encore devenir fou avec les sujets qu'on va traiter. On devient fou sur Europe 1 tous les jours. C'est incroyable. Et on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on ne fait rien. Ouais, c'est vrai. Voilà, et on attend le prochain drame ou le prochain miracle. Voilà. Ouais, mais c'est ça le problème. Parce que il y en a eu d'autres des miracles. Là, vous savez qu'on a enchaîné les miracles. Je vous jure que c'est vrai, parce qu'on oublie la synagogue. C'était un miracle. Il y a eu un autre truc aussi que j'ai oublié, où il y a eu un miracle vraiment, où il n'y a pas eu de mort aussi. Un miracle. Il y a cette histoire de chasseur, un miracle. On enchaîne les miracles, mais à un moment, voilà, à un moment, on va encore vivre des drames, parce qu'on vit des drames tous les jours en plus. Voilà. Et des drames, on en a déjà vécu. On en vit tous les jours, Maxime. Tous les jours. Donc, voilà.
Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Maxime, sur Europe 1. Mais de rien, Cyril. Merci à toute l'équipe. Et puis, continuez ce que vous faites. Vous êtes au top. Merci. Merci, Maxime. Vous éclairez un peu les gens. On essaye, même si vous savez, même si on essaie de nous mettre dans une grotte, hein. Mais on essaie de les éclairer quand même. Je sais bien. Mais continuez. On lâche rien. Heureusement que vous êtes là. Merci, Maxime. Merci Thierry. Merci, ça nous fait bien plaisir. C'est vrai que voilà, on essaie de parce que c'est vrai. Voilà ce qu'on dit. Excusez-moi, ce qu'on dit. Voilà, on devient fou. On le dit, mais on a l'impression qu'il y a que nous qui le disons. Je vous jure, il y a que nous, Pascal Praud et voilà, c'est incroyable. Excusez-moi, Gauthier Lebray. Et c'est ce que pense une très grande majorité des Français, sondage après sondage. Mais on n'a pas le droit de le dire. Et vous voyez, Olivier parlait tout à l'heure qu'il était favorable à des voies légales d'immigration. Je pense à ça parce que c'était aussi dans le programme du Nouveau Front Populaire. En fait, ce n'est pas ce que veulent les gens. Souvenez-vous, on parlait de Michel Barnier, qui est aujourd'hui à Matignon, mais qui ne fera pas ce qu'il avait promis pendant la primaire pour la présidence de la République. Il promettait un moratoire sur l'immigration. Dire, on s'arrête, on fait un bilan, et après on reprend... Immigration zéro ? Mais je reprends une proposition de Michel Barnier, moratoire sur l'immigration. Donc là, parce que les voies légales, c'est toujours plus d'immigration. Ça ne va pas vers moins d'immigration, les voies légales. Les voies légales de migrants. C'est pas toujours plus. Ah bah si, vous accueillez plus. J'ai dit des voies légales et on décide qui rentre, qui ne rentre pas. Oui, mais donc c'est plus d'immigration. On n'arrête pas. Non. Bah si, on n'arrête pas. S'il y a des voies légales. Je suis en effet contre le slogan immigration zéro, oui. Parce que ça, je suis pas favorable à ça. D'accord. Oui, parce que par exemple, dans le BTP en Ile-de-France, il y a 40% des gens qui sont immigrés. L'hôpital public tient beaucoup. Mais je vais vous dire, Olivier D'Artigol, moi je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il nous faut des moyens exceptionnel. Je suis d'accord. Parce que on doit, pour faire rentrer quelqu'un, il faut reprendre la main. Exactement. Oui. Il faut reprendre la main. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. On a besoin on a besoin. Mais comme l'a dit tout à l'heure notre auditeur, il faut faire secteur par secteur. Je suis d'accord avec vous. Mais vous vous rendez compte? Il faut faire des entretiens, il faut faire des entretiens psychologiques. Ça me demande des moyens qu'aujourd'hui le problème qu'on a aujourd'hui, Olivier D'Artigol, c'est un problème de moyens. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Olivier. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour mettre en place une immigration vraiment contrôlée, c'est des moyens énormes. On les a pas. On a su le faire pendant des années, quand même. Ouais. Ça a fonctionné pendant des années. Mais le problème, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a plus rien. On a l'impression qu'on a les poches vides, qu'on peut rien faire. Donc le problème, il est costaud. On va avoir Cécile dans un instant, Yannick et Philippe qui veulent réagir sur ce problème des frontières. Vous nous appelez bien entendu vous aussi 01 80 20. Il est 17h02 sur Europe 1. La suite d'En Marche sur la tête, c'est maintenant. Merci Émilie, appelez-nous 01 80 20 39 21. Alors je vous dis un petit peu le programme qui va arriver. Dans un instant, on aura encore des auditeurs concernant bien entendu les frontières, le contrôle aux frontières comme veut faire l'Allemagne. On aura les infos de Fabien Lecoeuvre. Il y a du lourd, bien entendu. Il y a du lourd en radio et du très lourd en télé ce soir, bien entendu. Et puis, on aura le coup de gueule du maire de Villeneuve-le-Roi contre les OQTF ce matin sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews. Didier Gonzalez a poussé un gros coup de gueule contre les OQTF. On va l'avoir en ligne pour qu'il nous explique ce qui se passe dans sa ville. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Si on marche sur la tête, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous regarder sur Europe1.fr. Sachez qu'on a eu un témoignage incroyable, 16h20 tout à l'heure, d'Adrien, chasseur victime d'une agression par une 60aine de migrants. Vous pouvez le réécouter bien entendu sur Europe1.fr à la fin de l'émission, juste après l'émission, on termine à 17h55. Vraiment témoignage très 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 fort, un très gros témoignage, c'était sur les antennes d'Europe 1 il y a quelques instants dans On marche sur la tête. Olivier D'Artigol est avec nous, fraîchement revenu de la fête de l'UMA. Merci Olivier D'Artigol. Vous n'avez pas croisé Gilles Verdez? Non. Non, bah voilà, Gilles Verdez, bah oui. Non, à mon avis, il était au salon du yachting à Cannes. Merci, bah oui, merci. On a également Gauthier Lebray qui est avec nous. Merci Gauthier. Mais c'est un plaisir, Cyril. Vous faites une très bonne émission, peut-être votre meilleure. Ah, c'est gentil. Ouais. Il y a une prime? Non, merci. Je rigolais, bien entendu. Valérie Benaïm est là. Merci Valérie. Merci, un plaisir comme toujours. Merci Lavalouche. Cécile, Yannick, Philippe, ils vont être là avec nous dans un instant, bien entendu, sur Europe 1. Mais vous le savez, à 17h05, priorité au direct, bien entendu, puisqu'on a 4 minutes pour vous donner toutes les infos people de ce week-end avec Fabien Lecoeuvre. Et juste après, vous nous rappelez, puisqu'on va reparler bien entendu du contrôle aux frontières, 01 80 20 39 21. Appelez-nous, je vais prendre énormément d'auditeurs sur Europe 1. Pour le moment, il est 17h04, c'est les infos de Big Laoui, Fabien Lecoeuvre qui est avec nous. Bonjour Fabien, merci d'être là. Bah oui, bonjour Cyril. On va vous parler tout de suite de Mylène Farmer qui vient de terminer. Ah oui. Eh oui, qui vient de terminer en fait l'enregistrement de sa voix pour le film Bambi.
réalisé par Michel Fessler, qui sortira le 16 octobre. Et il s'agit d'un film sur la vie des animaux sauvages dont la chanteuse sera la narratrice. Ah ouais, merci. Ça, c'est intéressant. C'est la première info. Ça, allez, vous qui avez mis votre vie sentimentale un peu entre parenthèses, hein, généralement. Qui a dit ça? Je sais pas, vous l'avez affirmé plusieurs fois. Vous êtes fou, quoi. Alors la grosse tendance en ce moment chez les people, c'est la poterie. Les stars prennent des cours. Vous voyez Cyril faire de la poterie. De poterie. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. C'est intéressant. Alors, elles adorent mettre les mains dans la glaise parce qu'il paraît que le côté très sexy de malaxer l'argile ou la glaise, ça revigore votre vie sentimentale. Alors, vous voulez que je vous dise un truc? Benaïm fait de la poterie. Écoutez, c'était mon cadeau d'anniversaire et j'ai fait mon premier cours de poterie la semaine dernière. Et voilà, toutes les stars. C'est pas toi qui vous a offert ça? Non, je me le suis offert. Oh là là. Il y a Inès de la Fressange, Kim Kardashian, bien sûr, Kate Middleton, c'est Justin Bieber qui fait de la poterie. Et aussi, bien sûr. Elle est dans quel club? Juste pour savoir, je vais peut-être m'y mettre. Je peux peut-être me chauffer. Hein. Et Georges Clooney aussi, qui s'est mis à la poterie. C'est mis à la poterie. Oui, il paraît que c'est très bon pour la dextérité des doigts, etc. C'est très bon. Bon. Ah oui, ça va, c'était. Ghost. Je me rappelle, ouais. Patrick Swayze demi-mour. Oui, en 1990. Parce que, genre, je le dis aux auditeurs, là, tu vois Patrick Swayze demi-mour, ils arrivent à faire le truc, toi, tu vas être. J'imagine Benaïm et Patoche qui essaie de faire un vase. Non, mais qui essaie de faire un vase en formica. Non, mais sans rigoler, ça doit partir dans tous les sens. Non, mais sans rigoler. Parce que là, tout le monde croit que ça va être comme dans le film, mais je t'explique. T'as de la poterie. Parce que eux, ils sont sympas avec leur poterie là, dans leur film. Parce que nous, on essaye à la maison. Déjà, tu t'es flingué le lino, là. Il y a ta femme qui te dit, hey, tu vas pas que t'en fous partout. Non, mais t'as les mains, pleines de poterie, t'as les ongles, c'est interminable. Ta femme, ça colle de partout. Je t'explique, t'es content 2 minutes. Au bout de moi, je t'explique, tu fais ça à ta meuf. Je connais, hein, on est à la maison, on le dit aux auditeurs d'Europe 1. Au bout de 5 minutes, allez, arrête tes conneries, va garer la voiture. Non, va garer les staffettes, allez, arrête tes conneries avec ta poterie là. Non, mais c'est vrai, tu dis, mais attends, chérie, on aurait pu faire comme Patrick Suez et Demi Moore. Ouais, pour l'instant, serre-moi un demi, vas-y. Allez, je connais, non, mais sans rigoler, arrêtez dans les films, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui se passent jamais dans la vie. On peut essayer, s'approcher d'un idéal comme ça, quelque chose d'un peu. Mais il y a une sensualité. T'as déjà vu un mec chercher une place dans un film? Non, mais sans rigoler. Parce que t'as déjà vu un mec qui a rendez-vous chez quelqu'un qui galère à chercher une place? Non, mais jamais. Il ferme jamais sa voiture. Non, mais sans déconner, c'est vrai, dans des films, il y a des trucs qui se passent jamais en vrai. Tu vois, t'imagines un peu Michael Douglas, il est comme ça, et il fait 3 fois le tour en attendant 2 minutes. Vous partez, monsieur? Non, 2 minutes, non, j'attends quelqu'un, merci. Non, mais attendez. Allez aux toilettes. C'est quoi ça? Non, mais aller aux toilettes, faut jamais aux toilettes. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est quoi ça? Des ellipses. Non, mais eux, dans les films, ils sont tranquilles. Ils trouvent des places tout le temps. Ils couchent à tout va avec tout le monde. Dès qu'il y a 2 acteurs, ils couchent ensemble. Ils mangent jamais, mais ils ont toujours la ligne. C'est incroyable. Regardez ça. Et nous, on galère pour chercher une place. On veut faire de l'amour avec la poterie. Il y en a partout. T'en as plein le slop. C'est n'importe quoi. Non, mais franchement, justement, je veux parler de couple. Non, mais c'est bon. Là, je crois que t'en as assez fait aujourd'hui. Non, Hugo Frey est contrarié en ce moment parce que Hugo Frey, jeune marié, s'est marié il y a un an. C'est mon ami. Absolument. Alors, il est très contrarié en ce moment. C'est vrai. Je crois que c'est mon ami Hugo Frey. C'est l'ami de mon père. C'est vrai, je sais, bien sûr, qui a tous les disques. Allez, Hugo Frey est contrarié car sa jeune épouse lui interdit de se livrer à sa grande passion. Laquelle, Cyril? Alors, je sais la passion d'Hugo Frey. Il adore chevaucher. Voilà. Non, mais c'est vrai. L'équitation. Vous savez que Hugues est un excellent cavalier, mais Muriel estime qu'à 95 ans, c'est trop risqué pour faire du cheval. Et pourtant, il aime beaucoup chevaucher. Incroyable. Et il n'est pas prêt d'y renoncer. Il avait arrêté. Moi, il m'avait dit, il avait resté à 90 ans de cheval. Vous avez déjà fait du cheval, non? Moi, j'ai fait du cheval, ouais. Un peu de poney, non, peut-être? Non. Je dis ça parce que non, mais sans rigoler. Parce que vous, pour monter sur le cheval, les gars, faut le tracter. Hein. Faut l'hélitroyer. Fabien Lecoeur, pour le monter sur un cheval. La dernière fois, je l'ai amené faire de l'équitation au bois. Le gars m'a dit, vous êtes venu avec votre enfant, il va prendre le petit poney. Il va prendre le petit poney, princesse. Non, mais attendez, il va prendre Flibustier, le petit poney. Parce que les noms de chevaux et de poney, c'est toujours les mêmes. Hein. Allez, tu vas prendre Flibustier, il y a Belle, il y a Princesse, Caramel. Il y a Caramel, exactement. Ouais, l'autre, lui, il a pris le keuf, il a pris Flibustier, le petit poney. Et encore. Hein. Pour lui, les gars, c'était un cheval sauvage du Sahara. Non, mais je t'explique. Ah bah non, t'imagines, Fabien Lecoeur pour monter sur un cheval? Non, mais écoute-moi bien. Non, mais attends, t'es un fou, quoi. Non, mais c'est comme si, pour la vie, un cheval, c'est la tour Eiffel. Non, mais je tiens bien sur le cheval en même temps. Je tiens bien. Ah bah c'est sûr. Plus le cheval est grand, plus je tiens. Ah ouais, c'est normal. Merci. Bon, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, Madonna. Je termine avec Madonna, 66 ans, qui vit avec Hakim Morris, 28 ans. Ils ont 38 ans d'écart. Ah ouais. Alors, elle donne beaucoup de directives à son nouveau mec dans sa vie. Elle lui impose des règles très strictes sur le sport, l'alimentation, l'hygiène. Alors, c'est des disputes à ne plus en finir.
dans le couple. C'est insupportable, etc. Insupportable. Très bien. Comment vous savez ça, par exemple? Je sais pas. Parce que j'ai des infos, j'ai des taupes. Ah ouais, t'as une taupe chez Madonna. Oui. Tu croyais pas si bien dire. Tu vas te foutre de notre gueule encore combien de temps? Vous savez que j'ai connu Madonna quand elle était à Paris. Tu l'as ramenée en Austin, je sais, en mini, à la Gare du Nord. À Gare du Nord. Louisa, elle s'appelait, non pas encore Madonna. Tu l'as ramenée, toi? Je l'ai ramené dans mon Austin, de la maison de la radio, absolument. Alors, il faut savoir pour lui, pour lui, une mini Austin, c'est un kangou, pour lui. C'est une familiale. Faut que vous le sachiez, les gars. Bah oui, c'est vrai. C'est un utilitaire pour nous. Lui, une mini. Merci, Fabien Lecabre, en tout cas. Allons, on se retrouve dans un instant sur Europe. C'est à 18h, bien entendu, avec vous, c'est On marche sur la tête. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On a eu ce témoignage très fort d'Adrien dans un instant. Il y a un instant, chasseur victime d'une agression d'une 60aine de migrants. C'était incroyable ce qu'il nous a raconté. Vous pourrez retrouver bien sûr son témoignage sur europe1.fr. On a énormément de gens, bien entendu, qui nous appellent et qui veulent témoigner aussi, parce qu'on s'est posé la question avec Gauthier Lebray notamment, de faire comme l'Allemagne, de faire un contrôle aux frontières. Il y a énormément de gens qui veulent réagir. On va prendre beaucoup d'auditeurs. 01 80 20 39 21. Et pour le moment, j'aimerais qu'on prenne Didier Gonzalez. C'est le maire de Villeneuve-le-Roi. Et il a poussé un coup de gueule sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews ce matin. Il a poussé un coup de gueule contre les OQTF. Bonjour Didier, merci d'être avec nous, monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci d'être là, monsieur Gonzalez. Merci d'être avec nous, maire de Villeneuve-le-Roi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans votre ville? Non, c'est très simple. Depuis 6-8 mois, il y a une dizaine d'OQTF qui font régner un climat assez délétère dans la mesure où ils sont directement responsables d'un certain nombre de méfaits, cambriolages, etc. On le sait puisqu'on a un bon réseau de vidéosurveillance et mercredi dernier, l'un d'eux est allé taguer un message antisémite sur la gare et sur un bâtiment communal. Et donc, on a regardé la vidéosurveillance, on l'a identifié, et toujours grâce à la vidéosurveillance, on a pu aller le récupérer, puisqu'il était pas très loin d'ailleurs, à proximité. Et donc, ce personnage est donc bien connu, puisque, en fait, il a fait l'objet d'une dizaine d'infractions. Alors, à croire qu'il a voulu décliner tout le code pénal, puisqu'il y a outrage, violation de domicile, conduite sans permis, détention de stupéfiants, consommation, harcèlement sexuel. Et il est toujours là, et voilà, il est toujours là. Et donc là, il a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, parce qu'en plus il signe Momo, donc tout va bien, on sait parfaitement l'identifier au cas où il y aurait un doute. Et donc, il est toujours là, il a fait un plaidé coupable et il sera convoqué vendredi devant le juge. Et là, il se balade quand même dans les rues de Villeneuve-le-Roi, toujours. Voilà, et donc on se demande d'ailleurs à quel endroit va être adressée la comparution, puisque en définitive, il est sans domicile fixe. Bref, tout ceci, voilà, non, mais c'est incroyable. En réalité, c'est une non prise en compte de la situation de toutes ces victimes, et je ne sais pas ce qu'on attend. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on attend? On attend un drame. Voilà. On attend un drame. Voilà. Bon, on est d'accord. Et vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte, monsieur le maire, c'est le maire de la ville qui nous appelle. Vous vous rendez compte où on en est? Merci d'ailleurs. Merci monsieur Gonzalez de nous appeler, d'avoir témoigné aussi ce matin sur CNews, parce que même les maires deviennent fous. Excusez-moi, on devient fou. Alors je vais vous raconter un truc qui n'a rien à voir. Mais pour vous montrer, c'est-à-dire que il se passe, on a l'impression qu'il y a un renoncement total. Excusez-moi, il y a un renoncement. Tout à l'heure, j'étais avec un ami qui me raconte que son fils, qui a 12 ans, a fait de la trottinette, avec des potes, et qui se sont fait arrêter par 3 gars, donc de 13 ans pareil. Donc les gars les ont agressés, et ils l'ont dit au petit, ils ont dit, écoute, t'as le choix, ou tu nous donnes ta trottinette, ou tu nous donnes ton téléphone, ou tu nous donnes tes chaussures. Il a dit, je vais donner vos chaussures. Il est reparti en chaussettes, non mais vraiment. Derrière, il porte plainte, ils vont au commissariat. Le commissaire lui dit, le PJ leur dit, voilà, c'est ce monsieur-là. Ils avaient la photo du gars et tout. Il dit, oui, c'est ce petit, oui, c'est lui exactement. Oui, on sait où il habite, tout ça, mais on peut rien faire. Faut qu'on l'attrape en flagrant délit. C'est incroyable, non mais les mecs. Et c'est quoi? Parce qu'aussi il a 13 ans, non mais les mecs, vous vous rendez compte? Et là, c'est complètement autre chose. Mais quand Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, nous dit, ils ont les caméras, ils voient que les mecs, ils font que des conneries toute la journée. On attend quoi? On attend un drame. Non mais,
on attend quoi? Excusez-moi, Gauthier Lebray. Il est de quelle nationalité, cette personne sous OQTF, monsieur le maire? Tunisien. Donc, comme moi. que je sache, il n'est pas algérien. Avec l'Algérie, on est en froid, mais on n'est quand même pas en froid avec tous les pays du monde. Non, mais Didier Gonzalez. Il doit y avoir un problème de laisser passer consulaire, encore une fois. Qu'est-ce qu'on attend? Ça va être de laisser passer consulaire. On n'en peut plus, là. On est en froid avec l'Algérie, on est en froid. Les mecs, il n'y a pas d'enfroid. À un moment, je vais vous dire, il faut prendre des sanctions. Tant qu'on se laissera marcher dessus, les gars, on ne pourra rien faire contre les OQTF. À un moment, il faut taper du poing sur la table et il faut dire, c'est comme ça, vous allez les reprendre, sinon, il y aura des accords, des mesures de rétorsion. Il y a des accords qui vont péter. Voilà, c'est tout. Et vous allez voir s'ils vont pas les reprendre. Non, mais c'est obligatoire. À un moment, tant qu'on se laissera faire. Il faut des bras de fer. Mais mais à un moment, il faut taper du poing sur la table. Justement, vous savez qui veut faire ça si un jour il arrive au Quai d'Orsay? C'est Gérald Darmanin. Exactement. Il aimerait transformer le Quai d'Orsay en ministère puissant pour aller chercher ces fameux laissez-passer consulaires. Des choses sont possibles. Il pourra pas le faire. Il n'est pas président de la République, mais vous pouvez, ça a d'ailleurs été fait par Emmanuel Macron, réduire le nombre de visas. Vous pouvez bloquer les flux financiers de France vers les pays du Maghreb qui sont récalcitrants. Vous pouvez saisir les biens des hauts dignitaires des pays en question. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Monsieur le maire, il y a une volonté ou il n'y a pas de volonté. On est d'accord que tant qu'on rentrera pas dans un bras de fer, mais on pourra pas avancer. Je suis désolé. Oui. Et puis c'est quand même assez terrible parce que, ça semble quand même pas être hors de portée de mettre fin à une situation alors que les gens sont parfaitement identifiés. On les prend le matin, on les conduit au commissariat de police, ils sont relâchés et on reprend les mêmes. D'ailleurs, ils changent même pas de t-shirt, ce qui nous permet sur la vidéosurveillance de encore mieux les repérer. Non, mais attendez, mais c'est pas possible. Et quand je fais des permanences municipales, on me parle à 80% du temps de situations de comportement de ce type. C'est pas possible. Ça pourrit la vie des gens. Mais je sais. Et moi, je suis dans une banlieue tout à fait standard, tout à fait ordinaire. Oui, mais il y a trois personnes. Travailler sur Paris. Et ils sont dans l'angoisse quand leur fille rentre du train à la gare parce que c'est harcèlement, c'est ci, c'est ça. Ils ont peur pour leur domicile quand ils rentrent. Alors tout le monde se met sous dispositif d'alarme alors que c'est du tout petit pavillon. Mais c'est leur bien. Et les véhicules, notamment les véhicules utilitaires, sont tous pliés là. C'est leur grande spécialité pour aller chercher à l'intérieur. Donc on n'en peut plus. Non, mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais c'est tellement facile puisqu'ils sont identifiés. Bien sûr. Ils ne seraient pas identifiés. On pourrait dire, écoutez, c'est compliqué. Mais là, c'est quand même pas hors de portée. Donc voilà quoi. Olivier D'Artigol, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est vrai, c'est que c'est parfois quelques unités, quelques individus qui à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un quartier populaire, et ils sont identifiés, comme le dit Monsieur le maire. Pour pousser un peu ce que disait Gauthier tout à l'heure, ce rapport de force avec les pays d'origine, il a été tenté, ce bras de fer. Peut-être pas dans la durée. Doucement, mais nous avons mollement. Oui, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie. Rappelez-vous, Gérald Darmanin avait dit, ça va sur les visas, on va prendre des décisions. Mais ça a été fait ou pas? Gérald Darmanin, il peut pas le faire si le président l'est pas avec lui. D'accord. Donc c'est ça. Je vous le dis. Voilà. Donc c'est pas possible. Mais il y a peut-être aussi des choses qui nous unissent à ces pays pour lesquels après on ne peut pas aller au bout. Les questions de renseignement aussi. Questions de renseignement, lutte contre le terrorisme. Non, mais je donne la. Je sais, mais là, par exemple, il y a un papier qui est paru dans le Figaro il y a une semaine qui dit que les centres de rétention ils sont saturés par les Algériens qui ne partent pas et que en fait Paris se heurte au refus des autorités algériennes de délivrer des laissez-passer. Alors avec la reconnaissance du Sahara au plus au Maroc, à un moment il faut taper du poing sur la table. Je suis désolé. Moi, je vais vous dire, tant que tu te laisseras faire. C'est une question de volonté politique. Exactement. À chaque fois, tous les sujets, que ça soit de l'insécurité ou de l'immigration, peu importe, la question, c'est la volonté politique. Il ne faut pas croire ceux qui vous expliquent ce n'est pas possible, c'est une fatalité, on ne peut rien faire. Là, en disant ça, ils justifient leur propre lâcheté et leur propre impuissance politique. Mais s'il y a une volonté politique, là où il y a une volonté, la phrase est bête, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Tout dépend de si on a des politiques ou pas courageux et capables d'avoir des résultats. Merci. C'est bien comme référence. Merci Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup et on espère. Tenez-nous au courant, on va essayer de vous rappeler pour voir comment ça avance cette affaire quand même.
Je souhaite, je souhaite que ça avance. En tout cas, c'est bien d'entendre un maire comme ça qui se bat pour sa ville et qui essaie de faire le max et qui voilà. Non mais c'est vrai. Bravo à vous. En tout cas, merci Didier Gonzalez. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. C'est incroyable. Vous voyez quoi? Quand on voit des maires comme ça qui sont même démunis, c'est fou. Excusez-moi. On est dans un monde de fou. Aux prochaines élections municipales, de nombreux maires ne voudront plus y retourner. Il y aura une crise de vocation. Oui, moi j'ai des copains maires, des communes rurales. Tout simplement, ils ne se sentent pas suffisamment retenus. Ils se prennent toutes les difficultés de la société en pleine tronche. Ils peuvent rien faire. Et certains disent et subissent la violence pour certains. Oui, et puis c'est des journées terribles. Bien sûr. Mais oui, c'est pas évident d'être maire. Croyez pas, c'est un métier compliqué. Et on oublie les maires des petites communes qui n'ont pas beaucoup de fonctionnaires autour d'eux, qui sont obligés de se déplacer, qui règlent les difficultés. Qui sont dédommagés pour quelques centaines d'euros. Ça gagne 800 euros vers une commune rurale. Et ça prend tous les problèmes. Et parfois, ils peuvent pas les régler parce que c'est pas de leur compétence, enfin, c'est pas leur ressort. Leur ressort. Exactement. Yannick est avec nous, on parle bien entendu de ce sondage, parce que qui est tombé aussi, 77% des Français favorables au rétablissement des contrôles aux frontières, comme ce qui va se faire en Allemagne, pour quelques mois en Allemagne, mais je pense que si ça marche, forcément, ça va perdurer. Merci Yannick d'être avec nous, vous êtes sur Europe 1, merci d'être là. Salut Cyril. Salut Cyril. Salut Gauthier. Salut Yannick. Salut Valérie. Salut. Vous habitez où Yannick? J'habite à Perpignan. Vous allez me dire que vous avez sévi là-bas. Bien sûr. J'ai fait un très gros tournoi de paddle il y a 2 ans. Je voulais venir vous voir et malheureusement j'avais piscine. Très bien. Vous avez bien fait d'aller vous baigner. Merci Yannick. Je reviendrai. Vous inquiétez pas. Alors dites-nous tout. Vous êtes pour vous? Moi je suis pour, mais en plus pas seulement aux frontières avec les barrières. Je veux qu'on renforce le contrôle à travers tous les petits chemins et tout ceux qui peuvent passer aussi. Parce que c'est là où c'est qu'on passait pendant le Covid, parce que nous on a l'Espagne à côté pour acheter le tabac, l'alcool, les trucs comme ça. C'est par là où on passait pour y aller pendant le Covid. Mais c'est vrai ça, Gauthier. Oui, parce qu'il y a les postes aux frontières, et après vous avez les montagnes, vous avez des chemins. Évidemment, les frontières, elles sont pas entre l'Espagne et la France, entre l'Italie et la France. Il y a pas des murs. On n'a pas construit des murs, donc forcément, les migrants qui veulent passer, ils vont pas passer. Si on parle de la frontière italienne, ils vont pas passer à Menton, où c'est le seul poste aux frontières où il y a des contrôles quasiment systématiques. Donc oui, forcément, ils vont trouver des chemins de traverse ou des chemins qui ne sont pas balisés. En Espagne, les chemins des républicains espagnols qui empruntaient, pour quitter l'Espagne franquiste, passaient dans des conditions effroyables pour rejoindre notre pays. Exactement. Yannick. Ce qu'a fait mon grand-père. Oui. Je suis pas totalement contre l'immigration. Moi, je veux qu'on fasse une immigration choisie. Dès que tu peux apporter quelque chose à la France, tu peux venir. Tu peux rentrer. Dès que tu peux apporter quelque chose à la France, c'est ce que vous disiez un peu, Olivier d'Artigol. Oui, je pense que c'est une question de souveraineté nationale que de décider de qui rentre, qui ne rentre pas. Il y a en effet, notre pays a été capable de réussir cette intégration pendant des années. Là, il y a un vrai problème de politique migratoire, de flux, et donc d'intégration qui devient aujourd'hui impossible dans des conditions actuelles. Il faut donc tout reconsidérer, reprendre la main sur cette question-là, mais avec un peu plus de solidarité européenne. Parce que on verra quand même la manière dont l'Allemagne fait. Exactement. On va voir comment ça se passe. On va voir. Yannick, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Attendez, juste je peux poser une question à monsieur Olivier. Alors, dans un instant, Yannick, vous poserez votre question à Olivier d'Artigol, vous restez avec nous. Et puis on va parler de Michel Barnier qui veut un gouvernement à la Raymond Barre d'ici la fin de la semaine. On va en parler dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Puis sur Europe 1, pour le moment, si on marche sur la tête, ça continue. Il est 17h32, on est en direct. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Les chéris, on marche sur la tête et on va faire un petit point gouvernement dans un instant, parce que ça bouge encore, ça move. Mais pour le moment, on vous a posé cette question, bien entendu. Est-ce que vous êtes favorable au rétablissement des contrôles aux frontières? 77% des Français sont favorables. Appelez-nous 01 80 20 39 21 pour nous parler, pour nous dire ce que vous en pensez, bien entendu, sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez, sachez qu'on a eu un témoignage très très fort d'Adrien, chasseur victime d'une agression par une 60aine de migrants. Il y avait un enfant de 3 ans d'ailleurs avec eux. Il nous a laissé un témoignage incroyable. C'était tout à l'heure, bien entendu, aux alentours de 16h20 sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr le réécouter sur europe1.fr après l'émission. Nous, on va finir aux alentours de 17h55. Et puis après, il y a Laurence Ferrari, vous pouvez écouter, qui est formidable, bien entendu. Et puis, vous pourrez refaire ce témoignage qui est incroyable sur europe1.fr. Pour le moment, on a pas mal de gens qui nous appellent. Et on avait Yannick qui était avec nous. Yannick qui habitait Perpignan, qui habite d'ailleurs toujours Perpignan, qui avait une question à poser, Yannick.
Oui, j'aurais voulu poser la question à Olivier. Tout à l'heure, il a parlé des entreprises du BTP. Oui. Qui manquaient de... Mais ces entreprises-là, parce que bon, moi je le sais, je travaille dans l'entreprise du BTP, je suis maçon, donc déjà, elles sont en grande difficulté, déjà d'un, donc au niveau de la main-d'œuvre, c'est pas le top. Et de deux, il faut pas des... est-ce qu'il vaudrait mieux pas former des gens qui sont au chômage avec les 3 millions de chômeurs qu'on a, 3 ou 4 millions de chômeurs qu'on a, plutôt que de faire venir des gens d'autre part. Là, je suis d'accord avec vous. Moi, je donnais juste la situation, la photographie actuellement. Voilà la situation. Après, bien sûr qu'il faut former. Il faut rémunérer aussi. Puis il faut faire attention aux sous-traitants. Parce que souvent, les sous-traitants dans les BTP, ils jouent par exemple sur la sécurité. Là-dessus, les JO de Paris, ça a été exceptionnel, c'était très bien mené. Il y a eu peu d'accidents de travail, parce que beaucoup d'accidents de travail ont lieu dans cette filière-là, et c'est dramatique parce que de la sous-traitance joue sur de la sécurité, et parfois on propose des missions à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui acceptent. Si vous connaissez le secteur, vous savez que ce que je dis est juste. Bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait, oui. Bravo. Il avait peur, il avait peur de votre question. Oui, il était pas bien. D'Artigol, il était pas bien. Il était à deux doigts d'aller reprendre un sandwich merguez à la fête de l'UMA. Non, mais c'est parce qu'on parle beaucoup de métiers en tension, mais sauf qu'on a 3 ou 4 millions de chômeurs, plus les gens au RSA, les trucs comme ça. Donc il faut peut-être penser à un moment donné, sachant qu'en plus on a besoin de sous en France, à les mettre au travail, quoi. Parce que. Alors, c'est pas. D'Artigol, là, il dodeline de la tête. Hein. C'est comme quand son sandwich au merguez à la fête de l'UMA est un petit peu trop cuit. Oui, Olivier d'Artigol. Il y a des enquêtes internes à Pôle emploi qui ont été menées qui montrent que les gens qui sont en recherche d'emploi cherchent réellement de l'emploi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à l'unité des gens qui profitent un peu du système, mais ça existe. Mais il y en a beaucoup qui cherchent de l'emploi. Mais il y en a beaucoup qui cherchent parce que quand vous êtes au chômage, je vous assure, c'est pas d'abord au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, vous tombez au RSA. C'est pas véritablement une situation très 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 confortable. C'est comme d'habitude, on retient les 10% qui sont des brebis galeuses comme on dit et qui font oublier les 90% qui ont envie de travailler. Je suis d'accord avec vous. C'est comme un petit peu partout, c'est comme vos amis de la LFI. La LFI sont 90%. Non, je vous parle. Non, mais que la LFI représente quoi, 10%. Et on les entend plus que les autres. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Oui, ils représentent un peu plus que 10% si on s'en tient aux dernières législatives. Non, législative, bah non, ça doit être ça. Si, sans le Front Populaire, c'est ça. Ah oui, sans le Front Populaire. Bien sûr, bah oui. Jean-Luc Mélenchon, c'est 22% à la présidentielle. Oui, je sais, mais après, aux européennes, ils ont fait combien, 10 Oui, 10. Mais ça n'a jamais été un scrutin qui leur portait chance. Ça veut rien dire, puisque LR a fait 6% au premier tour législatif. Ils font le braco. Oui, mais eux, ils sont vernis. C'est extraordinaire. On va en parler dans un instant, bien entendu. Merci Yannick d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Continuez à tous. C'est excellent. Merci Yannick. Merci d'être avec nous. On vous fait de gros bisous. Et je viendrai sur Perpignan bientôt. Je viendrai en juin prochain, je pense. D'accord, je viendrai. Merci, avec plaisir. On a Ludo qui est avec nous. Ludo, salut Ludo. Salut Cyril, salut toute l'équipe. Salut. Merci d'être avec nous Ludo, dans le Pas-de-Calais. Ouais, c'est ça. Moi j'habite entre Calais et Dunkerque, donc... vous connaissez bien le problème. Oui. Confronté très fort à ce problème, et en plus je suis conducteur routier. Toutes les semaines je vais en Angleterre. Donc là, je vous explique même pas les situations que j'ai vécues depuis 22 ans que je roule, parce qu'en fait, la crise migratoire des migrants qui veulent aller en Angleterre, ça dure depuis très très longtemps, on s'en rend même plus compte, mais moi j'ai fait toute ma carrière avec ce problème-là. Mais surtout, ce que je voulais réagir, c'est, moi je me souviens, il y a 22 ans, il y avait, c'était les Kosovars qui étaient là. Ils étaient là avec leurs, quand il y en avait dans nos camions, ils étaient là avec leurs femmes, leurs enfants, les papis, les mamies. On descendait des familles entières qui s'excusaient de nous avoir dérangés, mais vraiment, il y avait zéro danger, quoi. Il y avait aucun problème d'insécurité. Ils étaient là, ils étaient transparents, on va dire. Et à partir du moment, il y a une dizaine d'années, il y a eu les Érythréens et les Afghans qui sont arrivés, et de là, ils sont arrivés seuls, des jeunes hommes seuls, et de là, l'insécurité dans la ville de Calais et les alentours, mais ça a été dramatique. Et de là, on a eu
des attaques sur les rocades portuaires pour aller en Angleterre. C'était des attaques toutes les nuits. C'était vraiment très compliqué, quoi. Ludo, vous restez avec nous sur Europe 1. Vous allez nous raconter tout ça parce que vous êtes bien au courant. On aura d'autres auditeurs, bien entendu, au 01 80 20 39 21. On vous pose la question. 77% des Français favorables au rétablissement des contrôles aux frontières. Est-ce que vous aussi? Puis on fera un petit point gouvernement parce que il y a de la nouveauté. Ministère de l'Intérieur, ça semble jouer. On va vous en parler dans un instant sur Europe 1 tout de suite. On vous pose la question, est-ce que vous êtes favorable au rétablissement des contrôles aux frontières? Il y a beaucoup de gens qui nous appellent sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On est en direct, il est 17h40 bien entendu. Et on a Ludo qui est avec nous il y a un instant, conducteur routier, et qui est justement de Calais. Et en plus, donc il fait beaucoup d'allers-retours en Angleterre. Et il nous disait que c'était devenu insupportable. Ah oui, carrément. Et la personne que j'ai eu au standard, tout de suite, elle m'a dit ah oui, mais ce que tu me dis, c'était à l'époque de la jungle à Calais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette fameuse jungle à Calais. Et en fait, oui, ils l'ont enlevé cette jungle. Mais pour autant, les migrants sont toujours là. C'est ça. Alors ils sont en ville, ils sont partout. Et il y a 3 ans, j'ai ma grande fille qui m'a dit je vais aller au lycée à Calais. Mais je vous jure, je lui ai rien dit parce que elle fait ses choix et que vous vouliez pas l'alarmer. Ses études. Oui. Mais j'étais catastrophé. Elle a fait ses 3 ans de bac, elle a eu son bac là. J'étais soulagé parce que il s'est rien passé. Là maintenant, elle va avoir 18 ans, elle va être véhiculée, elle va aller en voiture. Mais plusieurs fois, elle m'a dit papa, j'ai pris le bus pour aller de la gare au lycée. On est descendu du bus. Tellement il y a de migrants qui sont rentrés, ils ont demandé au chauffeur arrêtez, on va descendre. Et il y avait 30 migrants dans le bus, quoi. Et donc elle m'a appelé pour me dire papa, je vais être en retard au lycée. Elle se sentait. T'inquiète pas, voilà quoi. Vous vous sentez en insécurité, Ludo? Vous vous sentez en insécurité, vous et votre famille? Dans notre région, dans le Calaisis, on va dire, dans le Calaisis, Calais, Marques, tous les villes qui sont à côté de Calais, mais c'est terrible. Moi, j'ai un ami, il habite vraiment à côté de Calais. Il y a des migrants tous les jours qui passent dans son jardin. Ils traversent son jardin. Mais moi, je vais vous dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte de ce que vivent les gens qui habitent Calais? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un moment? Est-ce qu'on peut se mettre à leur place un moment? Vous vous rendez compte les gens qui ont investi, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont peut-être acheté une maison à Calais? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte qu'on leur a gâché leur vie? Non, mais dans le Calaisis, les maisons ont perdu une valeur. Bien sûr. Il y avait un endroit à Sangatte, c'était un petit coin paradis vraiment privilégié à côté de Calais. Oui. Et les mecs, ça a été terrible. Mais Ludo, vous vous rendez compte le mec qui a travaillé toute sa vie, qui s'est dit je vais me faire un bonheur, je vais investir, je vais acheter ma petite maison à Calais. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'à un moment il peut avoir un gouvernement qui dit stop et qui franchement qui sauve un petit peu des Français qui n'en peuvent plus? Moi je pense à ces gens tous les jours. Vous vous rendez compte ou pas? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai commencé à voter RN à cause de ça. Parce que j'y étais confronté tous les jours. Il y a eu plein de fois où j'ai eu peur pour ma vie, où j'avais les portes fermées, j'avais 200 ou 300 migrants, on était une file de camions bloqués pour aller au port. Et il y avait 200 migrants qui arrivaient, qui clichetaient à nos portes de camions, qui secouaient les cabines, mais voilà, moi, tout ça, je l'ai expliqué à ma famille, mais beaucoup plus tard. J'avais fait des vidéos, j'ai montré ça à mon patron, parce que mon patron, il est à Lyon. Donc, je leur ai montré, parce que pour eux, c'est abstrait, quoi. Ils savent qu'il y a un problème, mais à un moment, ça peut être abstrait pour votre patron. Ça peut être abstrait pour des personnes à qui vous envoyez des vidéos, mais ça doit pas être abstrait pour les personnes qui sont responsables de la France. Donc nos responsables, je suis désolé, Ludo, aujourd'hui il y a des personnes dans une détresse incroyable, qui ont perdu énormément, qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'angoisse, qui ont perdu énormément d'argent, qui n'en peuvent plus. Je suis désolé, Ludo, il faut faire quelque chose. Et moi, je vous dis, ça me rend fou. Je pense à tous les Français qui nous écoutent, qui ont tout fait, qui ont travaillé, qui se sont réveillés tôt, qui sont couchés tard, qui se sont dit tiens, on va investir. C'est le projet de leur vie. Le projet de leur vie. Mais oui. Moi, j'adore ma région. Qui se réduit à l'état de poussière. Parce que j'adore, mais ça fait peur au bout d'un moment. Oui, mais c'est inadmissible, ça. Il faut sauver ces gens. Merci Ludo d'avoir été avec nous sur Europe 1. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Merci, c'est inadmissible. Allez, au revoir. Non, mais je vous jure, il faut vraiment faire quelque chose. Vous vous rendez compte, les mecs, là-bas, les mecs qui ont investi, les mecs qui ont travaillé toute leur vie. Non mais, vous vous rendez compte dans quel état ils sont? Non mais, c'est insupportable. Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Cyril. Merci. Bonjour toute l'équipe. Merci d'être là, Emmanuel. Vous nous appelez de Belgique? Oui, c'est ça. Je suis français. À la frontière. Qui est parti en Belgique depuis 2-3 ans. Ah, d'accord. Voilà. Je sévis là-bas. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci. Il y a des places à votre nom. Merci Emmanuel, merci. Merci, continuez à me charrier. Non mais Emmanuel, vous avez entendu le témoignage de notre auditeur il y a un instant. C'est fou. Et quand on pense à tous ces gens qui habitent Calais, qui vivent un cauchemar. Ah, non, il faut le voir pour le croire. Hein. J'étais en vacances pas très loin de Boulogne cet été, et même à Boulogne, on voit vraiment les réfugiés se balader. Et ce qui fait bizarre, c'est qu'on regarde la mer et qu'on voit un navire de guerre français pour surveiller les côtes. Ça, c'est quelque chose qui prend un peu aux tripes, j'avoue. Non mais vous imaginez? C'est vrai qu'on voit souvent. Allez-y, excusez-moi. Non, je vous disais, Emmanuel, je pense que ces Français se disent, on a été abandonnés. On a été abandonnés par la France, on a été abandonnés par nos gouvernements successifs. Ah mais complètement, mais ça fait des années. Moi, je suis commercial, ça m'arrive souvent. Il y en a moins qu'avant, mais ça m'arrive souvent sur l'autoroute de voir encore des migrants longer l'autoroute sur la voie de détresse. On ne sait pas ce qui peut se passer dans leur tête. On ne sait pas s'ils ont envie de se foutre en l'air et se jeter du coup sous les roues d'un camion. Et ça peut mettre des vies, foutre en l'air des vies. Il n'y a pas d'autre mot. Donc que ce soit celle du migrant ou celle du routier qui peut passer au même moment. Il faut. On voit la misère, c'est vrai, et on se dit, ces pauvres gens, ils ont traversé la moitié du globe pour essayer de trouver un peu de paradis, mais comme l'ont dit certains de vos auditeurs, certains n'ont pas la même culture, et ils amènent une certaine culture de violence aussi chez eux, de chez eux, chez nous, et comme vous dites, des gens qui ont sacrifié toute leur vie pour se payer un petit lopin de terre, se payer une petite maison, ils sont obligés de subir tout ça. Et malheureusement, ces pauvres gendarmes, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec eux, ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est vrai que remettre des contrôles aux frontières, pour moi, c'est complètement illusoire. Il y a toujours des petits chemins de traverse. Bah, bien sûr. Les mecs qui sont à pied, il y a ça aussi. Ils viennent pas en voiture, ils viennent pas en fourgon. Non, mais donc on traverse un champ, on y est. Bah oui. Mais bon, il faut essayer de faire quand même des choses, parce que là, Emmanuel, c'est insupportable. Moi, je pense à tous ces gens qu'on a laissés tomber. Excusez-moi, on les a abandonnés. Parce qu'on se met à leur place, on se dit, ils doivent se dire, bah ça y est, on nous a laissé tomber. Vous savez qu'en mars 2023, Londres et Paris, ils ont conclu un accord de plus de 500 millions d'euros pour renforcer la surveillance. Elle est où la surveillance? Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est surtout le Royaume-Uni qui paye la France pour que nous, on gère les migrants à la frontière, qui est sur nos qui est mise sur nos côtes, à nous. Ah oui, c'est les accords de Touquet de 2003. Exactement, on en parlait tout à l'heure, Olivier d'Artigol, merci. Merci Olive Mann. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Oui, mais excusez-moi Cyril, je voulais vous poser juste une petite question, c'est pour ça que j'ai appelé. Avec grand plaisir. Je me posais la question, si ce pauvre chasseur avait paniqué, comme moi j'aurais sûrement fait, parce que je suis avec deux de mes copains, j'ai un petit enfant de 3 ans qui est avec moi, et qui tire dans la foule et qui tue une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs migrants. Est-ce que ça aurait été considéré comme une légitime défense? Il y aurait eu une enquête. En tout cas, il aurait été. Je pense que voilà, il y aurait eu une enquête. Mais voilà, on espère que, je sais pas, mais on pense qu'il y aurait une enquête. Voilà, après, l'enquête aurait établi s'il y avait vraiment un très gros danger pour ces chasseurs et si il avait intérêt à utiliser son arme. Mais je pense qu'il y aurait une enquête. Mais dans la légitime défense, il y a une riposte proportionnelle. Exactement. Et donc il faudrait que les juristes décident si c'était proportionnel ou pas. De ce que nous a dit Adrien, ça avait l'air quand même assez violent pour lui. Voilà, donc voilà, Emmanuel, on pense tous à ça et on se dit, ils ont eu un sang-froid exceptionnel, heureusement. Je leur tire mon chapeau. Moi aussi. Il mérite vraiment une médaille. Mais bon, aujourd'hui, vous avez entendu, terminé, ils arrêtent tout, voilà, et ils sont traumatisés. Donc aujourd'hui, voilà, le laxisme et aujourd'hui le fait qu'on ne prenne pas de décision fait qu'on a encore 3 personnes. Alors on a évité un drame, mais on a 3 personnes et on a évité l'enfant qui sont traumatisés, qui penseront à ça. Il y aura un avant et un après dans leur vie. Forcément, c'est quand même inadmissible. J'espère que certaines politiques n'ont pas honte de se regarder dans le miroir, c'est tout ce que je peux vous dire, et que les nouveaux qui vont arriver vont enfin faire quelque chose. On espère aussi. On espère aussi parce qu'on peut plus, on n'en peut plus d'entendre des choses comme ça. Vous le savez, Emmanuel, franchement, ça nous mine. Voilà, je vous le dis. Ça nous mine et quand on dit, on marche sur la tête et c'est vrai qu'on s'en rend compte tous les jours. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Merci. On ne sait pas si c'est des nouveaux qui arrivent. Oui, c'est vrai. Exactement, on ne sait pas si c'est des nouveaux, il a raison. Un gouvernement à la Raymond Barre. Est-ce que ça serait pas le point gouvernement? Allez, un petit point gouvernement. Allez, il nous reste 2 minutes 30, on va faire un point gouvernement pour vous à 17h50. Michel Barnier dit, il veut un gouvernement à la Raymond Barre. Oui. Raymond Barre, bon alors Raymond Barre, moi je l'ai pas connu, mais apparemment c'est un vieux de la vieille. Voilà, Raymond Barre. Voilà, alors bon, voilà, et donc Raymond Barre, on se dit, c'est ce que c'est les années Giscard. Alors, parce que c'est un mélange d'experts et donc de ministres expérimentés, donc ça ouvre la voie à ceux qui voudraient rester, et de nouveaux venus. Il y a eu plusieurs faits politiques aujourd'hui. On a le Quai d'Orsay qui s'est libéré. Stéphane Séjourné va devenir commissaire européen. Alors là, ça se réjouit. Ça c'est incroyable parce que petite parenthèse, il s'est embrouillé avec Elon Musk, Thierry Breton, et Elon Musk a eu sa peau. Je suis d'accord avec Thierry Breton. C'est à mon avis. Parce que Ursula von der Leyen a trouvé qu'il allait trop loin. Il a dû appeler Ursula von der Leyen et a dû dire bon, you can go out, Thierry Breton. Ouais. Who is this guy? Allez. Donc Stéphane Séjourné go out. Ne sera pas dans le prochain gouvernement. Exactement, de fait. Oui. Donc là, ce matin, ça doit se réjouir forcément du côté de la place Beauvau et du ministère de l'Intérieur et de Gérald Darmanin, qui, on le sait, a pour ambition de devenir le nouveau ministre des Affaires étrangères. Mais il y a un autre nom qui a circulé cet après-midi, c'est le nom de Manuel Valls. Donc on sait que quand un ancien Premier ministre revient au gouvernement, il va souvent au Quai d'Orsay. Ça s'est vu avec Alain Juppé, ça s'est vu avec Jean-Marc Ayrault, avec Laurent Fabius. Donc voilà. Ce serait l'ouverture à gauche. Et ça serait une prise à gauche. Ouverture, oui, ben oui. Même si vous allez voir les amis d'Olivier d'Artigol du Nouveau Front Populaire, ils vous diront que Manuel Valls n'est pas de gauche. Petit truc quand même. Jordan Bardella a dit ce matin veto sur Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, bon, je pense qu'il n'y avait pas de débat. Oui, il n'y avait pas de débat. Xavier Bertrand, son nom est revenu parce que Xavier Bertrand, le nom est revenu. Sa peau pour Matignon. Donc et Gérald Darmanin, c'est la surprise. Je pensais pas qu'il en voulait autant Gérald Darmanin. Donc le pouvoir du RN va plus loin que la nomination. Moi, je pense que ça dépend si c'est un des trois. Si je pense un des trois, ça va. Gérald Darmanin qui reste et qui est au Quai d'Orsay, je vois pas le RN censuré juste pour Gérald Darmanin au Quai d'Orsay. Ça passera, je pense, ça passera crème. On va voir. Mais il y aura pas les trois. Les LR revendiquent un tiers des postes et ça plaît pas au MoDem et à Renaissance qui explique. On en parlera. Voilà, vous avez 47 députés, les amis, pas plus. Demain, on parlera aussi du ministre de l'Intérieur parce que ça rebondit. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Il y a match. Il y en a un qui a pris, il paraît, il y en a un qui a pris une petite le lead. Je le dirai demain. Le temps d'avoir la confirmation. On se retrouve demain sur Europe 1, les chéris. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 avec Punchline. On vous embrasse fort et on vous retrouve demain à 16h sur Europe 1. Cette semaine, Europe 1 vous équipe pour la rentrée. Gagnez un pack Apple de rêve, Un iPhone 15 Pro, un iPad Air et une Apple Watch. dès que vous entendez Le top jeu européen de la rentrée.